Je m'appelle Amber Sullivan et j'ai 28 ans. La nuit où je suis retourné à Santa Ana. Je m'attendais à un dîner inconfortable et à une semaine sur le canapé pendant que je préparais mon prochain déménagement. Au lieu de cela, ma mère a poussé une facture sur la table et a dit: Tu nous dois 30 000 $ de loyer en retard. Tes premiers 2 000 $ sont exigibles dimanche. Ou ta voiture disparaîtra. Avant que je ne puisse demander comment elle avait inventé un loyer pour des années où j'avais vécu. À 600 000 $. Mon père a ajouté: à partir de maintenant, nous facturons 10% d'intérêt chaque mois. Exactement comme un vrai propriétaire. Ma sœur a ri. Ma tante m'a traité de fainéante. 4 visages m'ont observé comme s'ils avaient répété la scène et s'attendaient à ce que je m'en dis. J'ai regardé le tableur de 12 pages, j'ai remarqué plusieurs chiffres étrangement précis. Et j'ai compris que quelqu'un avait bâti un plan autour de ma peur. J'ai pris chaque page en photo, j'ai posé la facture et me suis levé. Je n'ai pas défendu ma carrière ni rappelé à qui appartenait la carte grise de ma voiture. J'ai fait un seul sac, pris mes clés et suis parti avant minuit. 7 jours plus tard, mon téléphone s'est illuminé à 1 h du matin. Ma sœur a envoyé ce texto: Mec. Maman a trouvé quelque chose dans le courrier et elle hurle. S'il te plaît, réponds. À 1 h 23, ma tante a écrit: Tes mère et père sont ici en train de sangloter. S'il te plaît, rappelle-les. Ils croyaient toujours que j'étais la personne en difficulté. Ils n'avaient aucune idée que l'enveloppe avait révélé pourquoi ils avaient besoin exactement de 30 000 $. Avant de vous raconter ce que la lettre a révélé et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi. Quelle heure est-il là où vous êtes? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. L'ami qui m'a ouvert sa porte cette nuit-là était Emma Reyes. La même personne qui s'était assise à côté de moi en classe de seconde en algèbre. Alors que j'apprenais que les chiffres pouvaient exposer un mensonge plus nettement que l'écrit ne le ferait jamais. Elle ne m'a pas dit de me calmer. Elle a préparé du café, m'a tendu une couverture et a demandé à voir la facture. C'est à ce moment-là que j'ai enfin nommé toutes les personnes impliquées. Ma mère, Linda, mon père, Michael, ma sœur aînée Jessica, et ma tante Diane. Qui avait passé le dîner à savourer mon humiliation comme s'il s'agissait d'un divertissement. Emma a lu la première page, puis la seconde, et a froncé les sourcils. Le total n'était pas arrondi. La facture prétendait que je devais 29 840 $ en logement, services publics, stockage, administration familiale et intérêts. Puis ils avaient ajouté des frais de traitement de 160 $ pour produire le chiffre dramatique qu'ils avaient annoncé. Les dates remontaient à 4 ans. Incluant des mois où j'avais travaillé à San Francisco et n'avais pas dormi dans cette maison une seule fois. Une ligne me facturait l'utilisation du garage familial alors que ma voiture était garée dans un parking payant près de mon appartement. Une autre me facturait un soutien de carrière pendant une année où Linda avait refusé de répondre à mes appels parce qu'elle considérait le travail dans la publicité comme manquant de sérieux. Le document était ridicule. Mais trop organisé pour être aléatoire. Ils ne croient pas à ça, a dit Emma. Ils en ont besoin. Cette distinction est restée gravée en moi. J'étais retourné à Santa Ana après la fusion de l'agence où je travaillais avec une entreprise plus importante. Je n'avais pas été licencié, malgré ce que Linda avait apparemment raconté au reste de la famille. J'avais accepté une indemnité de départ et je passais des entretiens pour un poste de stratégie régionale qui me permettrait de travailler plus près de chez moi. J'avais des économies, des recommandations et des options. J'avais seulement dit à mes parents que j'avais besoin d'un endroit temporaire où loger parce que je voulais une semaine sans transformer ma vie en présentation. Linda avait traduit cette discrétion en échec et s'en était servie comme d'une permission pour me mettre en accusation. À 8 h 12 le lendemain matin, elle a appelé 6 fois.
Le 7e appel est venu de Michael. J'ai répondu parce qu'une partie de moi espérait encore qu'il s'excuserait pour la menace des intérêts. Au lieu de cela, il a dit: ta mère veut que la clé de voiture soit laissée sur le comptoir de la cuisine d'ici dimanche si tu ne peux pas faire le paiement. Je lui ai demandé de répéter. Il a baissé la voix et a dit que Linda avait déjà contacté quelqu'un qui pouvait déplacer la voiture rapidement. Je lui ai rappelé que l'immatriculation, l'assurance, le remboursement du prêt et la carte grise étaient tous à mon nom. Il a répondu: nous t'avons aidé quand tu étais plus jeune. Ne rends pas les choses moches. Cette phrase a balayé la dernière excuse que je lui trouvais encore. Le silence n'était pas la faiblesse de Michael. C'était sa méthode. Linda formulait la exigence et il faisait en sorte qu'elle paraisse raisonnable. Jessica a envoyé un texto juste après. Paie juste quelque chose pour que maman lâche tout le monde. Quand j'ai demandé pourquoi la paix de tout le monde dépendait de mon argent, elle a envoyé un emoji rire et a écrit: parce que c'est toi qui es revenu en rampant. J'ai failli répondre par un paragraphe. À la place, j'ai sauvegardé le message. Vers midi, Emma et moi avions créé un dossier intitulé 30 000. À l'intérieur, nous avions mis la facture, les photos, les journaux d'appel, les textes, ma carte grise et tous les relevés bancaires montrant où j'avais vécu et ce que j'avais payé pendant les années où ils prétendaient que j'occupais leur maison. Ensuite, j'ai cherché dans mes emails l'entreprise familiale, Sullivan Property Holdings. Ma grand-mère, Evelyn, l'avait créée des décennies plus tôt avec un petit duplex et la maison où vivaient mes parents. Lorsqu'elle était tombée malade, Linda avait pris en charge la gestion quotidienne. Adolescente, je me souvenais d'enveloppes, d'appels pour des réparations et de locataires s'arrêtant avec des chèques. Mais je n'avais jamais été invité à entrer dans l'entreprise. Linda disait toujours que les propriétés étaient des affaires d'adultes et que Jessica les comprenait mieux. Pourtant, la facture comportait un pied de page que je reconnaissais: Administration SPH. Ils avaient utilisé le modèle comptable de l'entreprise familiale pour me facturer. Ce choix me dérangeait plus que les insultes. J'ai appelé Linda et lui ai posé une seule question. Pourquoi Sullivan Property Holdings figure-t-il sur une facture de loyer personnel? Pendant 3 secondes, elle n'a rien dit. Puis elle m'a dit de ne pas jouer à la comptable et a averti que l'échéance de dimanche n'avait pas changé. Derrière sa voix, j'ai entendu des papiers glisser et Diane chuchoter: n'explique rien. Linda a raccroché. Emma a observé mon visage et m'a demandé si je voulais retourner chercher le reste de mes affaires. Je l'ai fait, mais pas parce que je voulais une autre confrontation. Je voulais la vieille boîte de documents bleus que ma grand-mère m'avait donnée avant de mourir. Linda l'avait toujours qualifiée de fouillis sentimentale. Pour la première fois, je me suis demandé si elle avait eu peur que je l'ouvre. Ce soir-là, je me suis rendu à la maison avec Emma à mes côtés et mon téléphone enregistrant dans ma poche. La porte d'entrée était déverrouillée, mais ma chambre avait été vidée. Mes vêtements étaient emballés dans des sacs poubelles noirs dans le couloir. La boîte bleue avait disparu. Sur le dessus du sac se trouvait un mot manuscrit de Linda. Premier paiement dimanche. 10% ajouté lundi. J'ai regardé au-delà, vers le garage. Et j'ai vu que ma clé de voiture de rechange avait disparu du crochet. Je n'ai pas demandé si ma propre famille volerait vraiment ma voiture. À ce moment-là, la meilleure question était de savoir combien ils étaient prêts à risquer pour m'empêcher de découvrir ce que la facture était conçue pour cacher. Dimanche est arrivé sans aucun paiement de ma part. À 6h40 ce matin-là, je me suis réveillé au bruit du raclement du métal devant l'appartement d'Emma et j'ai vu une dépanneuse reculant vers ma voiture. Un homme en gilet réfléchissant vérifiait la plaque d'immatriculation tandis qu'un autre tenait ma clé de rechange manquante. Pendant une seconde stupéfaite, j'ai simplement regardé. Puis la peur sur laquelle Linda avait compté s'est transformée en quelque chose de plus froid.
J'ai attrapé mon dossier de carte grise, j'ai couru en bas et j'ai commencé à filmer. Le conducteur m'a montré un formulaire de restitution de véhicule signé par Linda, affirmant qu'elle était copropriétaire autorisée agissant au nom de Sullivan Property Holdings. La signature sous la mienne n'était pas la mienne. C'était une imitation grossière avec la mauvaise initiale du milieu. Témoigné par Diane et accompagné de la photocopie d'une vieille carte d'assurance. J'ai dit au conducteur que le véhicule était privé. J'ai affiché la carte grise actuelle et j'ai appelé la police. Il s'est immédiatement éloigné de la voiture. Le deuxième homme a essayé de me tendre la clé de rechange et de partir. Mais j'ai photographié son badge d'entreprise avant qu'il ne puisse faire demi-tour. Quand l'officier est arrivé, il a comparé les documents, pris les déclarations et demandé si je voulais que la tentative de saisie soit documentée comme une suspicion de fraude. J'ai dit oui. Ce seul mot semblait différent de tous les arguments que j'avais perdus à la table de mes parents. Ce n'était pas dramatique. C'était officiel. Linda a appelé pendant que l'officier était encore là. Je l'ai mise sur haut-parleur. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle a exigé de savoir pourquoi j'avais embarrassé la famille à cause d'un malentendu. Je lui ai demandé pourquoi ma signature apparaissait sur un formulaire de restitution que je n'avais jamais vu. Elle a dit, ton père s'en est occupé. Puis elle a immédiatement changé de sujet et m'a rappelé que les intérêts avaient commencé à courir. Michael a appelé 30 secondes plus tard et a insisté pour dire que Linda avait géré la paperasse. Leurs histoires se contredisaient avant même que je n'aie à pousser. Jessica a texté que j'agissais de façon insensée. Et Diane a prévenu qu'impliquer la police ferait penser aux employeurs que j'étais instable. J'ai tout sauvegardé. Emma, qui travaillait comme parajuriste en contentieux, se tenait à mes côtés avec l'expression qu'elle prenait lorsqu'un témoin venait de contredire une déclaration sous serment. Ils t'ont offert un faux. Une tentative de conversion de biens et 2 aveux contradictoires avant le petit déjeuner. A-t-elle dit. Arrête de traiter cela comme un désaccord familial. Cet après-midi-là, elle m'a présenté à son avocate superviseur, Priya Shah. Priya n'a pas promis de vengeance. Elle a promis une procédure. Ce qui s'est avéré bien plus effrayant pour des gens qui survivaient en contrôlant le récit. Elle a examiné la facture, le remorquage, ma carte grise et le numéro d'incident de police. Puis elle a demandé si Linda avait déjà eu une procuration pour moi. La question a fait remonter un souvenir que je n'avais pas visité depuis des années. Quand j'avais 19 ans, j'avais passé un semestre à l'étranger. Avant mon départ, Linda avait insisté pour que je signe une autorisation limitée lui permettant de renouveler mon immatriculation si nécessaire. Ma grand-mère s'y était opposée. Je me souvenais d'Evelyne posant un dossier bleu devant moi en disant « Lis la fin de chaque document. Amber. Les gens cachent leurs intentions là où ils pensent que tu es fatigué. » Je n'avais signé qu'après que le formulaire ait été limité à 6 mois. Priya m'a dit qu'une autorisation expirée ne pouvait pas soutenir légalement la décharge que Linda avait utilisée. Mais cela expliquait comment elle avait obtenu suffisamment d'informations personnelles pour créer quelque chose de convaincant. Je lui ai demandé si je devais les affronter. Priya a dit, pas avant de savoir à quoi d'autre ta signature a été attachée. Nous avons commandé mes rapports de crédit complets, gelé mon crédit. Envoyé des avis de conservation à l'entreprise de remorquage et demandé chaque document reliant mon nom à Sullivan Property Holdings. Ensuite, j'ai appelé l'entrepôt de stockage où Linda gardait autrefois les dossiers de l'entreprise. Le gestionnaire s'est souvenu de ma grand-mère et, après avoir vérifié mon identité, m'a dit qu'une petite boîte avait été transférée 3 mois plus tôt au cabinet d'avocats administrant la fiducie d'Evelyne. Linda n'avait pas détruit la boîte bleue. Elle l'avait retirée de la maison parce que son contenu n'appartenait plus là. C'était la première bonne nouvelle, mais elle apportait une question troublante. Pourquoi l'avocat de la fiducie de ma grand-mère avait-il déplacé les dossiers juste avant mon 28e anniversaire?
La réponse a commencé à arriver en fragments. Mon rapport de crédit ne montrait aucune nouvelle carte de crédit. Mais il listait une récente demande commerciale de la Pacific Horizon Bank. Je n'y avais jamais fait de demande. Priya a appelé le service des fraudes de la banque pendant que j'écouterais. Le représentant ne pouvait pas encore divulguer les détails du compte, mais a confirmé que mon numéro de sécurité sociale avait été soumis dans le cadre d'un dossier commercial lié à Sullivan Property Holdings. Mon estomac s'est noué, non pas parce que j'étais surprise, mais parce que la facture ressemblait soudain à un compte à rebours. Quelqu'un savait qu'un audit ou un renouvellement approchait. Quelqu'un avait besoin de 29 840 $ avant cela. À 19h03 ce soir-là, Linda a envoyé une photo du crochet de garage vide et a écrit « Dernière chance. Ramène l'argent à la maison et nous pourrons oublier aujourd'hui. » J'ai fixé le message, puis le rapport de police à côté de moi. Croyait-il vraiment que la loyauté familiale signifiait que l'aiderait à effacer les preuves de ce qu'ils avaient fait? J'ai répondu par 6 mots, ne contactez plus mon véhicule. Puis j'ai bloqué tous les numéros sauf celui de Jessica. J'ai laissé le sien ouvert pour une raison, Jessica adorait être proche du pouvoir. Mais elle n'avait jamais appris à rester calme lorsque le pouvoir basculait. Si quelque chose se fissurait à l'intérieur de cette maison, elle serait la première personne à me le dire. Lundi matin, Priya a reçu le dossier de la fiducie. Elle a posé la boîte de documents bleus sur la table de conférence sans l'ouvrir et a demandé si je voulais qu'un témoin soit présent. Emma s'est assise à côté de moi. J'ai soulevé le couvercle et j'ai trouvé l'écriture de ma grand-mère sur la première enveloppe. Pour Amber quand elle aura 28 ans. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettre sentimentale, du moins pas au début. C'était un accord d'exploitation. Un amendement à la fiducie familiale Evelyn Sullivan et un calendrier des participations immobilières. Ma grand-mère avait possédé 60% de Sullivan Property Holdings. Linda en possédait 20%, Michael 10 et Jessica 10. En vertu de l'amendement, les 60% d'Evelyn me revenaient le jour de mes 28 ans. Ainsi que le droit de nommer le membre dirigeant et d'exiger une comptabilité complète de chaque transaction d'entreprise effectuée pendant la gestion temporaire de Linda. La maison familiale n'était pas la propriété personnelle de mes parents. Elle appartenait à l'entreprise. Tout comme 2 unités locatives et la cuisine commerciale que Linda utilisait pour son entreprise de traiteur. J'ai lu le même paragraphe 3 fois avant que sa signification ne s'installe. Ma mère avait exigé un loyer en retard de ma part à l'intérieur d'une maison contrôlée par une entreprise dont j'étais désormais majoritaire. Elle avait menacé de saisir ma voiture privée en utilisant le nom de cette entreprise. Et elle l'avait fait quelques jours avant que son autorité pour gérer l'entreprise ne prenne fin. La deuxième enveloppe contenait une lettre d'Evelyn. Elle était brève. Elle écrivait que Linda était compétente, ambitieuse et facilement effrayée par la perte de contrôle. Elle écrivait que Michael évitait les conflits jusqu'à ce que l'évitement devienne de la participation. Elle écrivait qu'on avait appris à Jessica à confondre la proximité avec l'autorité et le mérite. Puis elle a écrit « Tu seras peut-être tenté de les sauver lorsque la vérité arrivera. Ne sauve personne avant que les livres ne soient ouverts. » J'ai eu l'impression que ma grand-mère avait traversé le temps et posé une main sur mon épaule. Les documents ont réarrangé de vieux souvenirs. Linda verrouillant le bureau, Diane transportant des carnets de factures vierges. Jessica se vantant de conseils payés par l'entreprise. Et Evelyn construisant tranquillement une serrure qu'il ne pouvait pas crocheter. Priya a ouvert le calendrier comptable. La fiducie exigeait un examen indépendant dans les 10 jours ouvrables suivant le transfert. Un avis certifié avait déjà été envoyé à l'adresse enregistrée de l'entreprise. La maison de mes parents. Informant Linda que son autorité de signature prendrait fin à minuit vendredi. Un deuxième paquet exigeait la livraison des relevés bancaires, des baux, des contrats de fournisseurs et des dossiers fiscaux. C'était le courrier que Jessica mentionnerait plus tard. Mais avant son arrivée,
nous devions savoir ce que l'examen allait découvrir. La Pacific Horizon Bank a libéré le dossier commercial après avoir reçu notre déclaration de fraude. La demande cherchait le renouvellement d'une ligne de crédit de 180 000 $. Mon nom apparaissait comme garant personnel et membre majoritaire entrant. Le consentement électronique avait été soumis depuis l'adresse IP de la maison. Diane avait notarié une certification d'identité justificative. Jessica avait signé en tant que secrétaire de l'entreprise. Michael avait signé une résolution déclarant que tous les membres approuvaient. Linda avait tout signé en tant que membre dirigeant. La banque n'avait pas encore financé le renouvellement car elle exigeait une confirmation finale. Après mon anniversaire. Leur plan devenait douloureusement clair. Me présenter comme fauché, exiger 30 000 $ immédiatement. Me faire pression pour signer tout ce qu'ils placeraient à côté. Et utiliser le paiement pour combler un déficit avant que la banque n'examine les comptes. Si je résistais, ils prendraient ma voiture. La vendraient rapidement et qualifieraient le produit d'une contribution familiale. La facture n'était pas seulement cruelle. C'était un piège financier enveloppé de théâtre de boulevard. Priya a demandé quel résultat je voulais. La question aurait dû être facile, mais j'ai entendu l'avertissement d'Evelyne. Mon premier instinct était toujours de minimiser les dégâts, de protéger Michael de Linda. D'excuser Jessica comme immature et d'imaginer que Diane n'avait fait que suivre les instructions. Cet instinct avait maintenu leur système en vie. Je veux que l'entreprise soit sécurisée. Ai-je dit. Je veux que chaque compte soit gelé contre les transferts non autorisés. Je veux l'audit. Et je ne veux pas que quiconque soit prévenu au-delà de ce que la fiducie exige. Nous avons nommé un gestionnaire immobilier indépendant. Aviser les banques du changement de propriété. Révoquer l'autorité de Linda et programmer l'inspection comptable pour vendredi matin. Priya a également envoyé une mise en demeure formelle interdisant la vente. Le transfert ou la destruction des actifs de l'entreprise. Je n'ai pas appelé chez moi. J'ai reçu l'offre de stratégie régionale cet après-midi-là et j'ai célébré quelque chose qu'il ne pouvait pas redéfinir. Emma et moi avons mangé des plats à emporter sur son sol parce que sa table était recouverte de dossiers juridiques. À minuit 54 le samedi suivant, le paquet certifié a été livré après plusieurs tentatives infructueuses. Selon l'alerte de suivi. 6 minutes plus tard, le message de Jessica est arrivé, « Mec. Maman a trouvé quelque chose dans le courrier et elle hurle. S'il te plaît, réponds. » J'ai regardé les bulles de frappe apparaître et disparaître. À 1h09, elle a envoyé une photo de la première page. Linda avait souligné la phrase fin de l'autorité de gestion avec tant de force que le papier s'était déchiré. À 1h23, Diane a texté, « Tes mère et père sont ici en train de sangloter. S'il te plaît. Rappelle-les. » Puis Michael a laissé un message vocal disant qu'il y avait eu un malentendu concernant les documents de grand-mère. Linda en a laissé un disant que nous pouvions régler le loyer si je rentrais immédiatement à la maison. Il ne pouvait toujours pas prononcer les mots dont j'avais besoin. Nous avons utilisé ton nom. Nous avons menti. Nous avons essayé de prendre ta propriété. Je n'ai pas répondu. À 1h41, Jessica a enfin envoyé le message que j'attendais. Il y a des choses dans le bureau que maman ne veut pas que les auditeurs voient. J'ai répondu, ne les touche pas. Prends des photos et sors de la pièce. 3 minutes plus tard, mon téléphone s'est rempli d'images de registres. De sacs de papier broyés et de factures de fournisseurs portant le nom de l'entreprise de Diane. Sur la dernière page, une colonne manuscrite montrait un déficit de 29 840 $. Le montant exact qu'il m'avait facturé n'était pas une coïncidence. C'était le trou qu'il voulait que je comble avant d'hériter du droit de regarder à l'intérieur. Vendredi matin, je suis retourné à la maison avec Priya. Un comptable jury comptable nommé Daniel Shaw et le gestionnaire immobilier indépendant. Je n'étais pas entré depuis que j'avais trouvé mes affaires dans des sacs poubelles. Linda se tenait sur le pas de la porte et a essayé de nous bloquer avec la même facture qu'elle
avait utilisé au dîner. Elle n'entre pas avant d'avoir payé ce qu'elle doit. A-t-elle annoncé aux voisins qui avaient commencé à regarder depuis leurs allées. Priya lui a tendu l'accord d'exploitation et a calmement expliqué que j'entrais en tant que propriétaire majoritaire de l'entreprise qui possédait la propriété. Le visage de Linda ne s'est pas effondré. Il a durci. Elle s'est tournée vers les voisins et a dit que j'avais manipulé ma grand-mère mourante pour voler la maison familiale. Cette accusation a clarifié ce qu'aucune excuse n'aurait fait. Elle n'avait pas honte de ce qu'elle avait fait. Elle avait honte d'avoir perdu le contrôle du public. Je suis passé devant elle sans élever la voix. À l'intérieur du bureau, 3 classeurs étaient vides. Un ordinateur portable avait été réinitialisé et plusieurs cartons avaient été déplacés. Jessica était assise sur l'escalier les yeux bouffis, insistant sur le fait qu'elle n'avait signé des documents que parce que Linda lui avait dit qu'il était routinier. Michael a répété qu'il n'avait jamais compris les finances de l'entreprise. Diane a affirmé que notarier mon certificat d'identité en mon absence était un raccourci familial inoffensif. Daniel a commencé par les relevés bancaires que Jessica avait photographiés. En 2 heures, il a trouvé des paiements à l'entreprise de maintenance de Diane pour des réparations que les locataires disaient n'avoir jamais eu lieu, des transferts de conseils mensuels à Jessica, des dépenses de traiteur imputées aux comptes immobiliers et des retraits en espèces approuvés par Linda et Michael. Les 29 840 $ manquants n'étaient que le montant dû avant le renouvellement de la banque. Le total préliminaire inexpliqué dépassait 137 000 $. Linda a réagi en s'attaquant à tout le monde dans la pièce. Jessica était ingrate. Michael était faible. Diane avait surfacturé. J'avais abandonné la famille. Même Evelyn, morte depuis 3 ans, avait soi-disant tendu un piège cruel. En l'écoutant, j'ai enfin compris l'architecture de notre famille. Linda créait des urgences, attribuait la culpabilité, puis offrait l'appartenance comme récompense de l'obéissance. La facture était simplement la première fois qu'elle imprimait le système sur papier. Priya a demandé à chaque personne de préserver tous les appareils et documents. Linda a refusé et a tendu la main vers l'ordinateur portable du bureau. Le gestionnaire immobilier l'a arrêté. Michael a alors admis que les dossiers manquants étaient dans le garage de Diane. Diane a crié qu'il avait accepté de les déplacer. Jessica a révélé que Linda lui avait ordonné de supprimer les emails de l'entreprise avant l'audit. Leur alliance s'est désintégrée en moins de 5 minutes parce qu'elle n'avait jamais été de la loyauté. C'était une protection partagée contre les conséquences. J'aurais pu arrêter la réunion là et permettre aux avocats de prendre le relais. Mais je voulais une réponse. J'ai posé la facture à côté du registre des déficits et j'ai demandé à Linda: quand tu m'as regardé de l'autre côté de cette table, as-tu vu ta fille ou as-tu vu 30 000 $? Pour une fois, elle n'avait pas de discours préparé. Michael a commencé à pleurer. Jessica a fixé le sol. Diane a marmonné que la question était injuste. Linda a fini par dire: j'ai vu quelqu'un qui devait tout à cette famille. Cette réponse a enlevé le dernier doute en moi. Je leur ai communiqué les conditions. L'autorité de gestion de Linda était définitivement révoquée. Le rôle de conseil rémunéré de Jessica prenait fin immédiatement. Les contrats de fournisseurs de Diane étaient suspendus et signalés pour examen. L'accès de Michael au compte de l'entreprise était gelé. La maison serait évaluée parce que les fonds de l'entreprise avaient subventionné leurs dépenses privées pendant des années. S'ils coopéraient, la procédure civile pouvait rester ordonnée. S'ils détruisaient des dossiers, transféraient des actifs, contactaient des locataires ou touchaient à ma voiture, nous demanderions des ordonnances judiciaires d'urgence et transmettrions les preuves aux agences appropriées. Linda a ri une fois sèchement et a dit: je ne ferai jamais ça à ma propre mère. J'ai répondu: tu as essayé de vendre ma voiture avant le petit déjeuner de dimanche. Ne confonds pas retenue et permission. Elle a frappé la facture contre la table et a dit qu'elle dirait à chaque parent
clients et voisins que j'étais revenu de San Francisco pour s'emparer de l'entreprise d'une femme malade. Je lui ai dit de leur dire ce qu'elle voulait parce que l'audit raconterait l'histoire avec des dates, des signatures et des virements bancaires. Ce soir-là, la campagne de diffamation a commencé. Les discussions de groupe familial se sont remplies de messages me qualifiant d'avare. Linda a publié qu'elle était expulsée par l'enfant pour qui elle s'était sacrifiée. Diane a appelé 3 cousins et a prétendu que j'avais falsifié la fiducie. Jessica n'a rien partagé publiquement mais m'a supplié en privé de l'exclure de l'audit. Michael m'a demandé de tout retarder jusqu'à ce que Linda se calme. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. À la place, Priya a envoyé un avis factuel à tous les membres de l'entreprise et aux locataires. La gestion avait changé. Le loyer et les réparations continueraient normalement et les dossiers financiers étaient sous examen indépendant. Le contraste a été dévastateur. Linda avait du volume. J'avais de la documentation. Dès lundi, 2 proches m'avaient transmis des messages dans lesquels Linda admettait qu'elle avait besoin de mon paiement avant que la banque ne regarde de trop près. Une ancienne locataire a fourni des photos de réparation qu'elle avait payées elle-même malgré que Diane ait facturé l'entreprise. Plus Linda essayait de détruire ma réputation, plus les témoins se manifestaient. La vengeance que j'avais imaginée comme de la colère est devenue quelque chose de bien plus satisfaisant. J'ai cessé de protéger le mensonge, et la vérité a commencé à recruter ses propres alliés. Les conséquences ne sont pas arrivées comme une seule explosion dramatique. Elles sont arrivées sous forme de rendez-vous, de dates limites, de contrats annulés et de lettres que personne ne pouvait crier pour les faire disparaître. La Pacific Horizon Bank a refusé le renouvellement du crédit et a transmis les documents d'identité pour enquête. Sans cette ligne, l'activité de traiteur de Linda a perdu l'accès à la cuisine commerciale parce qu'elle avait accumulé des mois de charges d'entreprise impayées. 2 clients majeurs ont annulé après avoir appris que les dépôts avaient été transférés par des comptes en cours d'examen. L'audit indépendant a finalement identifié 164 300 $ de paiements non autorisés, de dépenses personnelles, de factures de fournisseurs non justifiées et de retraits en espèces. Une partie de l'argent était allée pour maintenir l'entreprise de Linda en vie. Une partie avait payé les cartes de crédit de Jessica et des voyages de luxe déguisés en recherche marketing. Une partie était passée par l'entreprise de maintenance écran de Diane. Michael avait signé des déclarations trimestrielles certifiant qu'il avait examiné des transactions qu'il prétendait maintenant ne pas comprendre. Le rapport final ne leur a permis à aucun d'entre eux de se cacher derrière le mot « famille ». Il a attribué des noms, des dates, des montants et des responsabilités. La plainte pour notariat de Diane a été confirmée. Sa commission a été révoquée. L'entreprise immobilière a résilié chaque contrat avec son entreprise. Et l'assureur qui couvrait son travail a ouvert sa propre enquête. Jessica a perdu ses revenus d'entreprise. Après avoir menti sur son rôle lors d'une vérification des antécédents, a perdu une offre d'un courtier local. Elle a quitté la maison familiale et a blâmé Linda publiquement, puis m'a blâmé en privé. Ce qui m'a indiqué qu'elle avait changé de camp, mais pas de caractère. Michael a accepté de coopérer dans l'affaire civile, a cédé sa part dans l'entreprise pour le remboursement et a emménagé dans un petit appartement après s'être séparé de Linda. Il m'a demandé de le décrire comme manipulé. J'ai refusé. Je lui ai dit que la manipulation expliquait la première signature, pas les dizaines qui ont suivi. Linda s'est battue à chaque étape. Elle a contesté la fiducie, accusé Daniel de parti pris et déposé une plainte affirmant que Priya l'avait intimidée. Chaque tentative a échoué et a augmenté ses frais juridiques. Plus dommageable encore, elle a continué à utiliser l'argent de l'entreprise après que son autorité eût été révoquée, transférant 18 000 $ sur un nouveau compte le lendemain du début de l'audit. L'ordonnance d'urgence a gelé ce compte et lui a interdit de gérer, vendre ou grever toute propriété de l'entreprise. Le juge se fichait qu'elle pleure.
Il se souciait du fait que le transfert ait eu lieu après un avis écrit. La maison familiale est alors devenue inévitable. Pendant des années, Sullivan Property Holdings avait payé les taxes, l'assurance, les services publics et les rénovations. Tandis que Linda et Michael n'avaient presque rien contribué. Comme l'entreprise avait besoin de fonds pour réparer les unités locatives et satisfaire la restitution, le conseil d'administration, c'est-à-dire principalement moi, a approuvé une vente. Je leur ai donné 60 jours pour partir. Plus que ce que la loi exigeait et bien plus de clémence que le délai qu'ils m'avaient accordé. Linda a qualifié cela de cruauté. Je lui ai posté une copie de la facture avec une ligne surlignée, premier paiement du dimanche. Je n'ai pas ajouté d'intérêt. Je n'en avais pas besoin. La maison a été vendue à un couple qui prévoyait d'y vivre plutôt que de l'utiliser comme un trône familial. Le produit a reconstitué les réserves de l'entreprise, couvert les réparations des locataires et financé le règlement. La part de 20% de Linda a été réduite par le jugement prononcé contre elle, la laissant avec bien moins que ce qu'elle espérait. Son entreprise de traiteur a fermé, son cercle social, construit autour de l'image d'une matriarche prospère, s'est dispersé lorsque les fournisseurs ont commencé à poser des questions sur les soldes impayés. Et d'anciens employés ont décrit comment elle les blâmait pour l'argent manquant. Le jour du déménagement, elle s'est tenue dans l'allée et m'a dit que j'avais détruit la famille pour 30 000 $. J'ai regardé la maison, le crochet de garage où ma clé de rechange avait autrefois pendu. Et la femme qui croyait toujours que le montant était l'infraction. Non, ai-je dit. Tu m'as évalué à 30 000 $. L'audit a évalué ce que tu as fait. Elle a demandé si je me sentais puissante. Je lui ai dit que je me sentais finie. Cela l'a blessée plus que la rage ne l'aurait fait. Car la rage l'aurait maintenue au centre de ma vie. Fini signifiait qu'elle ne contrôlait plus le chapitre suivant. Alors que le camion de déménagement s'éloignait, je n'ai pas célébré son sans-abrisme. Elle avait des fonds de règlement et des choix. J'ai célébré la fin de son immunité. Elle avait perdu la maison, l'entreprise, son autorité. Une grande partie de sa réputation et l'obéissance incontestée des personnes qu'elle avait dressées pour orbiter autour d'elle. Le prix le plus lourd n'était pas la pauvreté. C'était d'être forcé de vivre sans que personne d'autre ne porte les conséquences pour elle. 6 mois après le dîner de la facture, Sullivan Property Holdings ne ressemblait en rien à la machine privée que Linda avait contrôlée. Les locataires disposaient d'un système de réparation en ligne. Chaque contrat de fournisseur exigeait une vérification et des états trimestriels étaient envoyés à tous les membres sans dossier secret ni instruction chuchotée. J'ai gardé mon nouveau poste de stratégie et n'ai servi de membre dirigeant que le temps d'établir des mesures de protection. J'ai ensuite embauché un gestionnaire professionnel parce que la liberté ne consistait pas à remplacer Linda au centre du même système. Le duplex réparé produisait un revenu stable et j'ai dirigé une partie de l'argent récupéré vers un fonds d'urgence pour les locataires confrontés à des difficultés temporaires. Evelyn avait construit des biens pour créer de la sécurité. Linda les avait utilisés pour créer de la dépendance. Je voulais que la fin restitue l'objectif initial plutôt que de simplement inverser qui détenait le pouvoir. Emma est passée du statut d'amie à celui de famille choisi d'une manière qu'aucun document juridique ne pouvait définir. Nous avons gardé le dossier des 30 000. Ma voiture est restée la mienne. J'ai remplacé les serrures, annulé l'ancienne clé de rechange et finalement arrêté de porter le rapport de police. Jessica a fini par envoyer une excuse de 4 pages. La première page admettait qu'elle avait ri parce que m'humilier la faisait se sentir en sécurité. Les 3 pages suivantes expliquaient pourquoi Linda l'avait influencée. J'ai répondu par une seule phrase, une explication n'est pas un remboursement. Nous communiquons rarement maintenant et seulement lorsqu'elle parle sans exiger l'accès à ma vie. Michael assiste à des thérapies et envoie des cartes d'anniversaire. Je ne qualifie pas notre relation de guérie.
Je la qualifie d'assez honnête pour rester limitée. Diane ne s'est jamais excusée et les gens ont fini par arrêter d'écouter. Linda m'a écrit 2 fois. La première lettre blâmait Evelyn, l'économie, Michael et moi. La deuxième était plus courte. Elle disait qu'elle avait commencé à travailler dans une autre entreprise de traiteur et comprenait ce que c'était que de répondre aux règles de quelqu'un d'autre. Elle a demandé si nous pouvions nous rencontrer. J'ai accepté une conversation dans la salle de conférence de Priya. Pas dans un café déguisé en réconciliation. Linda est arrivée sans public et a passé 1 heure à chercher une version du passé dans laquelle la peur excusait ses choix. Puis je lui ai dit que le pardon n'était pas une porte à laquelle elle pouvait frapper jusqu'à ce que j'ouvre. C'était quelque chose que je pourrais ou non ressentir en privé au fil du temps. Cela ne restaurerait pas son autorité sur l'entreprise, n'effacerait pas le jugement, ne rendrait pas la maison et ne me rendrait pas responsable de son confort. Elle a demandé, c'est donc ça ma punition pour toujours? J'ai répondu, la punition s'est arrêtée quand les ordonnances du tribunal se sont arrêtées. Ce sont des limites. Cette distinction était la dernière chose qu'elle n'avait jamais voulu apprendre. Avant de partir, elle a demandé si j'avais toujours la facture originale. Je l'avais. Elle était accrochée dans mon bureau à domicile à côté d'une copie encadrée de la phrase d'Evelyn. Ne sauve personne avant que les livres ne soient ouverts. Je n'ai pas gardé la facture parce que j'aimais me souvenir de l'humiliation. Je l'ai gardée parce qu'elle marquait le moment où leur histoire sur moi est devenue une preuve contre eux. J'étais entré dans ce dîner en croyant que j'avais besoin de ma famille pour confirmer que je n'étais pas un échec. J'étais sorti en croyant que je devais leur prouver qu'ils avaient tort. À la fin, j'ai appris quelque chose de mieux. Les gens engagés à vous mal comprendre transformeront chaque défense en un autre procès. La réponse la plus forte n'est pas toujours un discours. Parfois, c'est un compte verrouillé, un message préservé. Une déclaration signée et le courage de laisser les conséquences arriver sans les interrompre. Linda avait exigé $30 000, 10% d'intérêt mensuel et ma voiture. 1 semaine plus tard, elle m'a supplié de revenir parce que le courrier révélait que la maison qu'elle dirigeait, l'entreprise qu'elle utilisait et les livres qu'elle cachait n'étaient plus sous son contrôle. Je suis bien revenu, mais pas en tant que fille effrayée qu'il prévoyait de presser. Je suis revenu en tant que propriétaire majoritaire qui a ouvert chaque dossier qu'ils avaient essayé de fermer. Ils voulaient un locataire qu'ils pouvaient facturer, un bouc émissaire qu'ils pouvaient humilier et un fonds de secours qu'ils pouvaient vider. À la place, ils ont créé le témoin qui a mis fin à leur arrangement. Auriez-vous pris l'argent, accepté des excuses et gardé la maison familiale intacte? Ou auriez-vous laissé chaque conséquence documentée subsister? Je connais ma réponse. La famille peut demander de la grâce, mais elle ne peut pas exiger l'immunité. La nuit où je suis parti, je pensais perdre ma place dans la famille. Ce que j'ai réellement perdu, c'est le rôle qu'ils m'avaient assigné. Tout ce que j'ai construit par la suite m'a enfin appartenu. Nous espérons que l'histoire fictive vous a offert une fin significative. Tous les événements et personnages ont été créés uniquement à des fins de divertissement. Nous espérons que cela vous rappelle que votre douleur n'a pas besoin d'être visible pour être réelle et que votre guérison n'a pas besoin d'être dramatique pour compter. De petits pas loin du mal peuvent toujours mener à une vie complètement différente.